Je m'appelle Fred, j'ai 37 ans. Je travaille dans un atelier de réparation de moto. En fait, j'ai pas fumé de l'herbe pendant longtemps, hein. Peut-être un an et demi. Par contre, j'ai vraiment failli mourir à cause de ça. J'ai fait un accident de moto. Tu sais, la route était glissante. Mais bon, honnêtement, c'est pas à cause de ça. Parce que je suis pilote. C'est que j'avais trop fumé. J'avais pas tous mes réflexes. Je m'appelle Jean-Louis, du coup, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants. Je suis marié et je suis associé dans un cabinet d'experts comptables. Voilà, je sais pas s'il faut que je continue du coup. Ouais. Donc de 17 ans à 31 ans, j'ai consommé de la cocaïne. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans. Je suis sous-chef pâtissière dans un grand restaurant en Martinique, très connu. Et de mes 14 à mes 20 ans, j'ai fumé de l'herbe en mode soin intensif. Parce que j'étais une ado un peu perdue et que j'avais pas trouvé ma voie encore. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que mon travail pouvait être ma passion. Et c'est ça qui m'a sauvée en fait. La première fois, c'était assez simple, c'était le jour de mon anniversaire, le 12 mai 1990. J'avais 17 ans. Alors la première fois que j'ai fumé du cannabis, c'était... je crois que j'avais 13 ou 14 ans. En fait, l'herbe, c'était pas mon truc. Enfin, jusqu'à ce que je prenne ma tape avec la mère de ma fille. Je venais de me séparer d'elle. Et franchement, je l'ai très très mal vécu. Mon pote José est arrivé, il m'a mis à l'écart, il avait dit qu'il avait une méga surprise pour moi. Il avait amené de la coke à mon anniversaire, quoi. Là, Stéphane, il vient vers nous, nous dit « J'ai trouvé la réserve de bœuf de mon grand frère. Il faut qu'on la teste. » Et genre, j'étais là oh. J'avais envie et en même temps, j'avais un petit peu peur. Et tu sais, il y a vraiment des femmes qui foutent le bordel, quoi. Surtout quand tu rentres chez toi. Tu sors du boulot. Tu trouves ta femme dans ton lit. Avec une espèce de tocard. Mais non. Moi, ça m'a rendu insomniaque. Je répondais plus aux gars. Je n'avais plus les voir et tout. Puis un jour, toute la bande a débarqué chez moi en force. Lui doit commencer à rouler un joint. Il m'a proposé une taf. Moi, j'ai dit non. C'est pas mon truc. Et puis, bon, il m'a dit, tu sais quoi, ça va peut-être te tranquilliser, t'apaiser, essaie. On s'est mis à l'écart, on a été dans le bureau de mon beau-père. Il a sniffé direct. Moi, j'y suis allé un peu plus... j'ai pris un petit temps de pause et en fait, j'y suis allé. Je fume une taf, ça me fait rien. Donc je prends une deuxième taf. Ça me fait toujours rien. Donc là, je prends une troisième taf, je prends une grosse taf. Et là, je sens que ça me fait un truc. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'explose de rire. Au départ, ça m'a pas fait grand-chose. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti comme s'il y avait un truc qui tombait sur moi. Comme une espèce de fatigue. Tu sais, comme... Je sais pas comment dire, mais c'est comme quand tu es un petit peu au ralenti. C'est pas que je me suis senti bien, ou mieux, ou heureux, mais... J'ai senti que mes angoisses s'apaisaient un petit peu. Un jour, je rentre chez moi un peu plus tôt que d'habitude. C'est quand je l'ai vu, avec son amant, tout rigoler. Dans ma tête, j'ai pété les plombs. Je m'attendais tellement pas à ça. J'ai senti que j'allais faire un carnage. Puis je pense à ma fille. Je suis non, calme-toi. Pars. J'arrive avec le bac en poche en 1991 à Paris, en août 1991. Et comme j'arrive seul, le climat est un petit peu hostile, j'ai vraiment besoin de me faire des amis. Et forcément, je sors un peu plus pour rencontrer des amis. Et je rencontre vraiment des personnes très brillantes, très intéressantes. Et pour être plus souvent avec eux, j'adopte leur mode de vie.
Et leur mode de vie, c'était clairement de vivre la nuit et de dormir le jour. Et puis en 1998, je rencontre Kim. The rencontre. J'ai vraiment abandonné toutes les autres filles pour elle. On a emménagé ensemble, on s'est mariés et on a eu une fille ensemble, Anaïs. Kim, c'est une femme extrêmement déterminée. Elle s'occupait de tout à la maison. Factures, notre fille, les courses, le ménage, tout. Elle s'occupait vraiment de tout. Moi, j'étais même pas à la hauteur du fait d'être un bon mari et un bon père. En fait, je crois que j'ai même pas essayé. En fait, Stélie m'a complètement viré de sa vie. Elle a bloqué mon numéro. Et c'est quand je l'appelais avec un autre téléphone, elle m'a raccroché au nez. Quant à ses parents, quand je les ai appelés à propos de Louise, ils me disaient que bon, ils étaient désolés, mais qu'ils ne pouvaient rien faire. Franchement, ça commence à m'enrager. J'ai commencé à fumer comme ça. Et tu sais, la première fois, j'ai fumé non-stop. Pendant un mois, je suis resté chez moi. Après, je suis remonté au boulot. Franchement, j'en avais besoin. Je fumais juste le soir, juste pour m'endormir. Et puis le week-end aussi. Quand j'ai arrêté de fumer, j'avais une rage. J'avais une rage qui montait en moi. Je sentais que... Je ne savais même pas de quoi moi je serais capable de faire. Alors, à quel moment j'ai vraiment beaucoup fumé? C'était en bac pro. Je pense, comme mon orientation me plaisait pas du tout, j'étais en bac pro commercial. Et ma moyenne de classe était dégueulasse. Ce qui s'est passé, c'est que je fumais tout le temps, beaucoup, le matin avant d'aller en cours, le midi après la pause déjeuner, l'après-midi pour le goûter, le soir avant de me coucher. Enfin bon, tout le cadran solaire y passait. Et du coup, à 18 ans, de mon propre chef, j'ai dit à ma maman, j'arrête. Donc je vous laisse imaginer le scandale que ça a fait. Sauf qu'on s'entendait déjà tellement mal, c'était hyper conflictuel que j'ai tenu bon. Et elle, pour me punir, elle a arrêté de me donner de l'argent, pardon. J'avais plus d'argent, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé crédit à mon dealer. Bon, j'étais naïve, hein. Non, mon dealer m'a dit « Oh, mademoiselle, no money, no sensi ». Et j'étais perdue, quoi. Je savais pas quoi faire parce qu'il fallait que je fume. Et c'est là que Josiane, c'était notre voisine, c'est aussi la meilleure amie de ma maman, mais c'est surtout ma marraine de cœur, qui m'a donné l'idée de faire des gâteaux et de les vendre. Et ça marche super bien. Mon business marche, enfin, je suis la première surprise. Et là, patatras, parce que ma maman découvre un pochon dans ma chambre. Et là, elle me pose un ultimatum. C'est soit je trouve un travail avec des vraies fiches de paye, et pas apparemment un truc où juste je vends des petits gâteaux, soit je reprends mes études, soit je fous le camp de chez elle, quoi. Elle me dit ça. Tu te dégages de chez moi. Mes potes ont commencé à moins venir me voir. Ma mère aussi en avait marre. Elle avait marre de me voir, me laisser aller comme ça. Et puis j'ai eu mon accident. Et à cette période, j'ai recommencé à sortir et à consommer de la coke et de l'alcool en quantité industrielle. Je suis vraiment parti en vrille. À un moment, je rentrais même plus chez moi. Du coup, j'ai perdu mon boulot et Kim, forcément, m'a quitté. En fait, je me suis senti vraiment le dernier des minables, en fait. Bon, c'était une époque où je prenais tellement de coke que j'avais des saignements au niveau du nez. Et je buvais vraiment de plus en plus, en fait.
tellement, enfin, de plus en plus, tous les jours et en pleine journée, et parfois même le matin, pour faire passer ma gueule de bois, en fait. Et ben, j'ai décidé de faire ce qu'elle me demandait, d'arrêter de fumer. Sauf que j'ai pas réussi. J'arrivais pas. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et oui, mais à qui je parlais? Ma mère, on se parlait plus. Enfin, qu'est-ce que je faisais? J'étais perdue, quoi. Et donc, je me suis retournée vers Josiane, ma bonne fée, la voisine de palier qui avait tout entendu. Et c'est pour ça que je voulais pas aller la voir, parce que je savais qu'elle savait et je me sentais honteuse, quoi. Et donc je suis allée la voir et je lui ai raconté que je fumais depuis longtemps et elle a été parfaite en fait. Et elle m'a vraiment aidée à mettre le doigt sur ce qui allait pas. À savoir ma relation chaotique avec ma maman, l'absence de relation avec mon papa, la mauvaise orientation scolaire. Et un jour, elle m'a dit que c'était pas étonnant que je sois en vrac, vu la situation. Et c'est bête, mais ça m'a vraiment fait un truc. Je me suis dit, c'est pas moi en fait qui suis anormale, c'est la situation. Et moi, toutes ces années, je croyais que j'étais bête, feignante, moins que rien, quoi. Et ça m'a soulagée. Je crois que la petite fille en moi, elle a vraiment lâché, quoi. Et ça a ouvert les vannes et j'ai pleuré et ça m'a fait du bien. Bref, après, elle a vu ma maman et je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais après, ça a changé drastiquement à la maison. Je décide de m'envoyer une trace de coke. Et c'était, à ce stade-là, c'était même plus une trace, c'était une autoroute. Et au bout d'une demi-heure, je ressens des palpitations qui d'habitude partent. Et là, cette fois-ci, elles restaient, elles s'amplifiaient. Et je commençais à avoir des douleurs de plus en plus fortes. Il y a un moment, la douleur était tellement forte que je me suis effondré. Là, je me suis dit, putain, non, bordel, putain, Jean-Louis, t'es en train de crever. T'as 31 ans, t'es en train de crever d'une crise cardiaque, tout seul comme un con. J'ai eu un flash sur Anaïs, je me suis dit, non, c'est beaucoup trop tôt, c'est... Pas maintenant. J'ai rampé jusque la chambre. J'ai pris mon portable et j'ai appelé les secours. Alors le médecin était formel. Il m'a dit que si je continuais comme ça, en gros, ça allait se reproduire et j'avais toutes les chances que ça soit fatal et que j'y passe. Je suis le conseil de l'urgentiste qui s'occupait de moi et j'appelle mon médecin et j'avais aucune excuse parce que mon médecin était dans le même immeuble que moi en fait. Voilà, donc et je me rappelle que quand j'étais le voir, j'ai cherché à tourner autour du pot, je savais pas comment amener ça quoi. Puis à un moment je me suis lancé, je lui ai dit écoutez, je suis là parce que je voudrais arrêter la cocaïne. Et j'ai aussi un énorme problème avec l'alcool. Et je m'en rappelle. Parce que lui, en fait, pendant toute notre entrevue, il était comme ça, en fait. Et vous en consommez depuis longtemps? Et moi, je me rappelle parce que il était là, il était resté stoïque, neutre et bienveillant. Donc après, il m'a posé plusieurs questions et il m'a prescrit des anxiolytiques, mais il m'a bien précisé que ça ne suffira pas et que au stade où j'en étais, il fallait sortir, selon ses termes, l'artillerie lourde. J'ai été prise en CAP pâtisserie, en alternance. Ouais. J'ai vraiment de la chance et j'y crois pas, quoi, parce qu'il y a une pâtisserie en Martinique avec un monsieur, quoi.
J'ai tellement d'admiration pour lui. Et il m'a prise. Donc il m'a donné l'adresse d'un centre de soins. Il l'a appelé devant moi, en fait, pour être bien sûr que j'y aille. Il a donné un rendez-vous 30 minutes plus tard. Donc du coup, je me suis un peu senti obligé d'y aller. Arrivé là-bas, il y avait une infirmière qui m'a accueilli, bras ouverts. Elle m'a dit que pour maximiser mes chances de sevrage, de succès de sevrage, il fallait que je m'entoure de spécialistes. En fait, je suis resté 2 mois à l'hôpital. J'avais des barres de métal, des vis qui sortaient de mon corps. Je pouvais même pas me lever pour aller pisser tout seul. Puis un jour, il y a une infirmière qui me dit qu'Elsa va passer me voir. Bon, ben, très bien. Je me dis, bon, ben, je vais la rencontrer. Puis en fait, après, je me rends compte qu'Elsa, c'était pas une personne. Surtout qu'ils ont mis en place là pour aider les gens qui ont des problèmes d'addiction et qui sont hospitalisés. J'étais là coincé dans le lit. J'avais rien de mieux à faire. Moi, je dis, bon, ok, pourquoi pas. J'ai profité pour parler de mes problèmes, de mes insomnies, de mes angoisses, puis surtout du fait que je n'avais pas vu ma fille depuis plus d'1 an. Puis heureusement qu'ils étaient là, parce que je n'aurais pas fait le pas moi tout seul. Et en fait, l'accident a été un mal pour un bien. Parce que j'étais suivi, j'ai reçu un traitement, j'ai pu soigner mes anxiétés, les angoisses, les insomnies. Puis surtout, ils m'ont aidé à arrêter de fumer de l'herbe. Franchement, ça a été chaud. Je ne vais pas dire le contraire. Mais j'ai rien lâché. Puis je réfléchissais, puis je me disais que... T'imagines que j'aurais pu mourir? Puis pire, j'aurais pu tuer quelqu'un, puis aller en prison. T'imagines la honte pour mes parents? Puis pour ma fille? Mais non. J'ai dit d'arrêter mes conneries, arrêter de fumer. Puis arrêter de subir les conneries de la mère de ma fille. Non, moi j'ai dit que j'allais me battre. Me battre pour avoir la garde partagée. En fait, le sevrage, c'est 3 pas en avant et 2 pas en arrière. C'est très, très dur de décrocher de la coke et de l'alcool. Et surtout de l'alcool. En fait, c'est toute une remise en question. Des habitudes, des amis, des lieux que je fréquentais, vraiment de tout. Et ça prend beaucoup de temps. Je pense aussi que c'est très important aussi de se faire aider. Parce que moi, j'ai été suivi par un psychologue, un psychiatre, une infirmière et un addictologue. Et même en étant suivi comme ça, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai vraiment morflé, en fait. Et c'était vraiment très, très, très dur. Pour être complètement honnête, au début, je ne pensais pas arrêter. Ouais, je pensais que j'allais pouvoir concilier les deux, fumer, cuisiner. Le problème avec moi, c'est que c'est tout ou rien. Donc quand j'ai de l'herbe, il faut que je la fume. Et aussi au niveau des effets secondaires, ça me rend bête, franchement. Non, mais c'est surtout que ça m'engourdit. Je suis une loque, j'ai 0 motivation. Au niveau de la mémoire aussi. Vraiment, je peux oublier de quoi je vous parle pendant que je vous parle. C'est pas possible. Comment je fais dans ma recette de cuisine? Non. Même en sachant tout ça, j'avais du mal. Je continuais et c'est là que mon maître de stage intervient. Il m'a pris entre 4 yeux. Il m'a dit, Audrey, on sait ce que dit la loi. C'est interdit, c'est pas légal, tout ça. Mais le plus important, c'est que dans ma cuisine, c'est ma loi qu'on respecte. Et ma loi, c'est pas de cannabis. Et ça m'a fait un truc. Ça, c'était mon déclic. Vraiment. Parce que j'ai tellement d'admiration pour lui, je me suis dit, mais je peux pas me permettre de perdre ma chance comme ça. Ok, j'ai eu plein de malheurs, tout ça, mais c'est pas... Là, j'avais une vraie opportunité. Et j'ai choisi de la prendre. Voilà. Donc ça s'est fait. À ce moment-là, je crois que c'était en 2008, j'ai quitté la grisaille parisienne pour venir en Martinique. Et c'est là que j'ai rencontré Laetitia. On a eu 2 enfants, on s'est mariés. Donc Jean-Michel, 7 ans, et Marc, 4 ans.
Et cette année, Anaïs, elle a 18 ans. Et elle passe son bac. Donc je lui ai envoyé un billet pour qu'elle vienne nous voir pendant les vacances du mois d'août. Puis un dimanche après-midi, je reçois un coup de fil d'un numéro que je ne connais pas. En fait, c'était Stélie. Elle était en pleurs. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus, qu'elle n'avait plus à gérer la petite parce que la petite lui mettait trop la pression pour voir son papa. Et puis elle me demande quand est-ce que je pouvais venir voir ma fille. Quand est-ce? Tout de suite! J'étais tellement fier. À 6 ans, ma fille avait déjà ce caractère-là, comme son papa. J'ai pris ma voiture tout de suite. Ça faisait 1 an que je n'avais pas vu ma fille. Quand elle a sauté dans mes bras, j'ai senti que mon cœur allait fondre.